Parmi les très nombreux films cultes des années 80, chacun aura sa petite préférence. Certains iront vers Indiana Jones, d'autres iront vers E.T., l'histoire sans fin, ou même Retour vers le futur. Mais dans les années 80, il y a aussi et surtout un espèce de petit jeu qui se met en place, et on va essayer de créer des liens entre deux genres qui sont pourtant franchement assez opposés, c'est-à-dire l'horreur et la comédie. Ces genres, on va souvent les associer pour booster un peu les sensations d'un public avide de sensations fortes, que ce soit dans le rire ou dans la peur. Et ça donne des loups-garous de Londres, ça donne des Evil Dead, des Reanimator, même des Ghostbusters, hein. Et c'est sur cette mode qu'on décide, au tout début des années 80, de ressusciter des bestioles qui sont apparues pour la première fois en 43 et qui ont depuis été largement oubliées, c'est-à-dire les Gremlins. Et ouais, parce que les gars, c'est pas le film Gremlins qui a inventé ces petites bestioles, ni même le nom qui les caractérise, parce qu'en fait, dès 1943, l'auteur Roald Dahl, qui à l'époque est pas encore la célébrité qu'il est aujourd'hui, il travaille quand même avec Disney, hein, c'est pas mal pour un début, à la publication d'un premier roman. Un roman qui a pour ambition d'être adapté plus tard par ce même Disney, donc adapté au cinéma en dessin animé. Ce roman, qui s'appelle Les Gremlins, met en scène les petites bestioles sournoises qu'on connaît tous, près de 40 ans avant le film de Joe Dante. They've been here too. Billy, what are these things? Where do they come from? They're gremlins, Kate. Bon, et vous verrez par contre, il n'y a pas grand chose à voir avec le film de Noël qu'on connaît tous aujourd'hui et maintenant, hein. En fait, ici, Roald Dahl va s'inspirer de son expérience à la Royal Air Force, donc en tant que pilote, pour écrire un espèce de roman enfantin sur des petites créatures, les Gremlins, qui sont des créatures qui s'amuseraient à saboter les avions des pilotes, jusqu'à finir par s'unir avec eux contre un ennemi commun. Bon, c'est-à-dire Hitler et les nazis. Bon, alors vous voyez quand même pas grand-chose à voir avec le film de 80, quoi. Et l'idée, c'était que ce roman soit adapté, donc chez Disney, ça n'arrivera jamais, hein. Pas de faux suspense, ça va jamais arriver. Et à part une petite apparition dans un épisode de Bugs Bunny, tout le monde va oublier l'existence des Gremlins. Tout le monde, sauf un certain Chris Columbus, qui en 1980, du coup, voit un grand potentiel dans ces petites bestioles, et va commencer à écrire un scénario hyper éloigné du film que vous connaissez aujourd'hui. Il est en train d'écrire un film de Gremlins au ton résolument macabre, hyper morbide, un film qui va vraiment créer une mythologie ultra glauque, et un film qui est pas du tout conseillé aux enfants, hein. Bon, je vous avais dit que dans les années 80, on aimait bien mélanger l'horreur et la comédie. C'était le cas dans Gremlins, dans le scénario écrit par Columbus, mais on allait vraiment vers l'idée, c'était de faire un pur film d'horreur et que la comédie soit là pour vraiment accentuer presque cette horreur et aller vers de l'humour ultra noir. Parce que les Gremlins, c'était loin d'être tout public. On parle de scènes sur lesquelles je vais revenir, mais je veux dire, on était quand même... c'était quand même glauque, les amis, hein. Il y a quand même la mère du héros qui mourait décapitée par les Gremlins, et ce, en plein cadre, hein, vraiment en plein champ. On avait aussi le chien adorable du héros qui se faisait littéralement bouffer par les bestioles. C'était pas juste, on le pendait avec les guirlandes de Noël à l'entrée pendant 20 minutes, hein. On le bouffe. Et vraiment, il tuait tout le monde dans des mises à mort qui étaient plus proches de Alien que du résultat finalement assez cartoonesque du film Gremlins qu'on connaît. Vraiment, c'est un pur film d'horreur au sadisme assumé, sans aucune concession, et un film qui n'hésitait pas à maltraiter ses personnages, là où le Gremlins qu'on connaît se sert plutôt des grands classiques pour parodier et pour dédramatiser toute la tension. Je veux dire, par exemple, c'est à ça que servent les références à Alien, justement. Et on considère, dans le film Gremlins qu'on connaît aujourd'hui, on considère les morts comme étant des choses assez inconséquentes. Je veux dire, le prof, on le retrouve mort. D'accord, ok, on passe à autre chose en 5 secondes. Cette dédramatisation permanente, c'était pas du tout l'idée de Chris Columbus, hein. Et son scénario est génial, son scénario est vraiment hyper ambitieux, même si assez glauque, et en fait, c'est par ce scénario assez génial qu'en 1981, le jeune scénariste va quand même recevoir un coup de fil de Steven Spielberg, qui est un peu le roi du monde à l'époque, hein, qui vient de créer sa boîte de production, Amblin, qui a pour but de laisser le soin à d'autres cinéastes,
souvent des disciples de Spielberg, d'étendre l'empire de Steven Spielberg dans le monde entier sans que ce dernier n'ait même à toucher une caméra. Et vous voyez, je pense qu'on comprend assez facilement pourquoi. Spielberg, il aime bien l'idée d'avoir des petites créatures assez facétieuses, assez attachantes et qui sont complètement incomprises par les humains. Ça lui rappelle ce qui est quand même à l'époque le plus grand succès du box-office de l'histoire, c'est-à-dire E.T. Alors du coup, Spielberg, il appelle Chris Columbus pour discuter avec lui de Gremlins. Et rapidement, il va s'avérer que la vision des bestioles de Steven Spielberg est en fait plus proche de la version enfantine de Roald Dahl que de celle des espèces d'aliens sadiques et tortionnaires de Columbus. Mais même avant de vraiment parler de ça et de se mettre d'accord sur le ton adopté, les deux hommes vont devoir faire des choix artistiques, et notamment un choix qui va quand même tout conditionner, c'est-à-dire le choix du réalisateur. On pense très fort à Tim Burton, dont la filiation avec Disney et le rapport à l'horreur, qui reste quand même une horreur assez bankable, une horreur assez family-friendly, plaisent beaucoup à Steven Spielberg, mais c'est finalement Joe Dante, qui est un des élèves de Spielberg remarqué pour Piranha et surtout Hurlement, qui sera choisi pour sa maîtrise de l'horreur et des effets spéciaux. Au moment où on choisit Joe Dante, on envisage encore Gremlins comme un film PG-17, c'est-à-dire interdit aux moins de 17 ans. C'est encore un grand film d'horreur à l'époque. Et c'est un film qui va être extrême graphiquement, comme je l'ai dit, décapitation, un chien qui se fait bouffer en direct, et en plus d'être extrême graphiquement, le scénario de Chris Columbus, mais il a un parti pris qui est quand même assez extrême, je trouve. En tout cas, un parti pris très très intéressant et ambigu, parce que en l'état actuel des choses, quand on a fini de regarder le Gremlins qu'on connaît, on retient surtout du film la gentille bestiole Gizmo qu'on adore, qu'on va trouver instantanément trop mignon, qui va aider notre héros et qui va rester son allié tout le long du film contre le rayé, cette espèce de Gremlins punk, sadique et redoutable. Et en fait, dans la version de Columbus, cette espèce de gentille boule de poil, Gizmo, qui a été la peluche numéro 1 des ventes pendant 10 ans, qui était vendue dans tous les magasins américains de merch, qui était la grande vedette du film et la grande vedette commerciale du film, on va pas se mentir, et Gizmo mourait. Il mourait et en fait il se transformait lui-même en grand méchant du film. C'est lui qui devenait le rayé, cette espèce d'atrocité dégueulasse qui bave partout et qui bute tout le monde. Gizmo devenait la menace numéro 1. Il devenait cette espèce de fameux Gremlins punk, et ça c'était un vrai parti pris parce qu'on jouait sur l'attachement immédiat du public qu'on avait pour ce drôle de cette drôle de petite bestiale, pour en fait mieux prendre le public à contre-pied et transformer la petite bête qu'il adore en monstre hideux capable de tuer de sang-froid le chien et la mère du héros. Vous vous rendez quand même compte que ce parti pris, en plus d'être extrêmement ambigu, et il raconte quand même autre chose sur les intentions du film, hein. You know, it's funny, the new ones aren't like Gizmo. The one with the stripe seems to be the leader. You know what? What? I'll bet every kid in America would like to have one of these. Et on va pas se mentir, la plupart des modifications qui ont été apportées à ce scénario original par Spielberg, Joe Dante et même Chris Columbus lui-même, elles l'ont été pour des raisons marketing et financières. Et vous allez voir, ça a eu un gros impact sur le cinéma hollywoodien, je vais y revenir. Mais le fait que ça a été modifié pour devenir plus bankable, les amis, faut le dire, y a rien d'étonnant. Parce que le film va coûter bien plus cher que prévu, 11 millions de dollars. Et du coup, on doit être capable de vendre des peluches du gentil Gizmo, de capitaliser sur l'aspect comédie adolescente de Noël, et surtout, et c'est le plus important, d'échapper à une catégorisation PG-17. Et Gremlins, c'est un film très important pour ça, parce que à l'époque, on passait direct de soit t'es un film tout public, soit t'es un film PG-17. Et au niveau de la carrière au box-office, ça raconte complètement autre chose, hein. Il n'y avait pas de interdit aux moins de 13 ans, déconseillé aux enfants non accompagnés, etc. Il n'y avait pas de nuance. C'était soit tout public, soit, ok, moins de 17. Et c'est en grande partie pour Gremlins que Spielberg a demandé à la Motion Pictures Association, donc c'est-à-dire l'espèce d'union de toutes les grandes majors hollywoodiennes qui font le beau temps à Hollywood, de créer la catégorie PG-13, moins de 13 ans, qui n'existait pas avant 1984, et qui permet à des petits films d'horreur sympathiques et pas graphiques comme Gremlins, en tout cas comme Gremlins selon Steven Spielberg, d'avoir quand même un vrai succès commercial. Donc Spielberg fait pression pour qu'on crée l'appellation PG-13 pour que Gremlins rentre dans cette association-là et qu'il puisse marcher, quitte à faire des concessions, quitte à enlever la décapitation,
quitte à enlever le chien qui se fait crever, enlevons ces scènes-là, le but c'est qu'on ait un grand succès commercial. Et le film de Joe Dante, ce sera l'un des premiers films à bénéficier de cette catégorisation, parce que le trio artistique va vraiment se faire un devoir d'échapper au PG-13, quitte à largement modifier le film. Et en soi, voilà, ils ont eu raison. En tout cas financièrement, parce que Gremlins va sortir en plein été 1984, je sais que c'est bizarre de le sortir en été alors que c'est vraiment un film de Noël, et ça va être un énorme succès qui va ramener plus de 210 millions de dollars. The bank and I have the same purpose in life, to make money. Bah alors au début, Gremlins, c'était pas un énorme succès par contre, hein. Il faudra attendre plusieurs mois avant que le film ne soit considéré comme étant l'un des meilleurs de son année, et surtout, encore plus, comme un film qui va quand même réussir à traverser les âges. Aujourd'hui, tout le monde connaît les Gremlins, tout le monde se souvient de la BO de Jerry Goldsmith, tout le monde se souvient de l'histoire entraînante, et surtout, comme je l'ai dit, du design de Gizmo, qui a été réutilisé 1000 fois et qui est pour beaucoup dans le succès du film, hein. Non, Gremlins, c'est quand même un film qui tient sacrément la route, même après avoir été à ce point retravaillé. Mais Gremlins, plus personne ne l'envisage comme étant un film d'horreur. Et c'est là où c'est assez intéressant, je trouve, ce film, et c'est typique du cinéma de Joe Dante qui peut pas vraiment... qui s'empêche jamais, même, de ponctuer ses films de petits regards bien critiques sur Hollywood et d'un second degré très méta. Gremlins se joue en permanence avec ce qu'il aurait pu être et ce qu'il doit être par défaut pour être un grand succès commercial. Dans son ton, dans ses situations, dans ses nombreuses citations du cinéma horrifique, parce qu'on retrouve quand même des citations explicites de l'invasion des profanateurs de sépultures, de Alien, de Hurlement. Gremlins semble vouloir, en tout cas Joe Dante semble dire, regardez, moi je veux faire un grand film horrifique. Mais au dernier moment, il détourne ces citations-là pour les faire plonger vers l'humour et la légèreté. Comme si, il nous laissait le message du, en fait, j'aimerais pouvoir faire ça, mais regardez, je ne peux pas aller au bout. Quand on revoit Gremlins, je trouve qu'on ressent vraiment ça à travers le film. Et vous allez voir, j'ai des éléments qui me font vraiment penser ça. Je vais y revenir. Mais alors oui, il reste bien des éléments sur lesquels le trio a quand même refusé toute concession. Je veux dire, ok, le temps de quelques séquences, Joe Dante va rejouer Hurlement, va teinter sa mise en scène de code du cinéma d'horreur, il va aussi se battre pour garder le fameux speech de Kate où elle explique pourquoi elle déteste à ce point Noël, notamment lié au fait que son père se soit cassé le cou devant elle pendant cette fête. C'est un speech qui est quand même assez brutal, hein, pour un film tout public. Mais malgré ce ton, et malgré cette scène, malgré ces discours-là, faut le dire, hein, Gremlins c'est un film qui reste sage. Beaucoup plus qu'un autre film qui pousse pour moi le concept beaucoup plus loin, qui assume encore plus son côté sale gosse que le premier film, allant jusqu'à mettre en scène cette fameuse scène du cou brisé que le premier film ne pouvait faire qu'évoquer. Ce film, c'est Gremlins 2, et clairement le revoir en ayant en tête ce que Gremlins 1 aurait pu et dû être, ça donne à Gremlins 2 vraiment une toute autre dimension. What's fun about a movie full of ugly, slimy, mean-spirited, gloppy little monsters who run amok and attack innocent people? Our moviegoers so desperate for entertainment that this kind of trash can pass for fun. Joe Dante a eu, sur Gremlins 2, l'assurance d'un contrôle artistique total. Et il va se prendre un budget colossal de 50 millions de dollars, soit 4 fois le premier film, hein, quand même. Et il va nous pondre, mais vraiment, une suite qui est terriblement excessive. Une suite qui lâche complètement les chevaux, une suite où tout est prétexte à un enchaînement de références et à un gros délire cartoon et méta qui va bien se foutre du bon goût et qui va pousser les curseurs à fond, et un film que je trouve du coup être bien supérieur au premier. Pourquoi ? Parce que dans ce film, Joe Dante peut aller à fond dans ce qu'il veut faire. Parce que le trio artistique Spielberg, Columbus, Joe Dante devient un seul homme et décisionnaire, Joe Dante. Et que le premier film, mine de rien, en vrai, faut le revoir, hein, il souffrait un peu de toutes ces galères de positionnement, ces concessions qui sont assumées par le réal, hein, comme je l'ai dit, il les assume, il les filme et il s'adresse directement à nous quand il les filme, mais ça fait quand même un film qui a un peu le cul entre deux chaises. Si Gremlins 1 avait pu être plus horrifique, il aurait été meilleur. Si Gremlins 1 aurait pu être une pure comédie sans cette touche très édulcorée finalement d'horreur,
bah il aurait pu être une comédie encore meilleure. En l'occurrence, le fait est que, vu que Gremlins a un peu en permanence la main sur le frein, bah ça fait de lui un film qui est dans un entre-deux un petit peu bâtard. Et le Gremlins 2, c'est tout l'inverse de ça. Dans le 2, Joe Dante, il tranche en faveur de la comédie, hein, certes, mais une comédie politiquement profondément incorrecte, une comédie qui se fout complètement du premier film et de ce qu'on attend de lui pour le deuxième, une suite qui en fout plein la gueule aux suites hollywoodiennes, aux séquelles, et une suite qui va tellement plus à fond que vraiment, moi je prends plus mon pied devant Gremlins 2 que devant Gremlins 1, hein, vraiment. Gremlins 2 est un film plus extrême, plus fou, plus radical, il se positionne mieux face à son genre, il est plus respectueux de sa note d'intention que ne l'était le premier même en fait. Pour moi, Gremlins 2 est le film que Gremlins aurait dû être. Et c'est dans sa satire du film original et des séquelles en général que Gremlins 2 est un régal qui nous fait regretter que Joe Dante ait dû céder un peu trop de choses sur le premier volet, parce que c'est pas un tâcheron Joe Dante, c'est vraiment un cinéaste qui est capable de dire beaucoup de choses derrière cette espèce d'étiquette divertissement. Et Gremlins, dans ce qu'il aurait dû être et ce qu'il est finalement, dévoile un vrai discours politique sur l'ingérence de Spielberg et d'Hollywood, et c'est d'autant plus fort qu'il l'assume et le dit explicitement dans Gremlins 2. Et c'est regrettable qu'on lui ait pas donné les pleins contrôles, parce qu'aujourd'hui, on ne peut que se demander à quoi aurait ressemblé ce film Gremlins, qu'on ne verra jamais.